Salut à tous et bienvenue dans Digital Rehab, le podcast pour soigner ta visibilité digitale. Je m'appelle Jérôme et avec Digital Rehab, je vais décortiquer l'actu de la com digitale, analyser les meilleures pratiques des acteurs, te donner des tips et astuces pour progresser, seul ou accompagné, selon les semaines et les sujets. J'espère que tu es bien installé, on est ensemble pour un petit moment de thérapie. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e déjà épisode de Digital Rehab. Comment ça va les garçons ? Eh bien écoute, ça va très très bien Jérôme, d'autant plus que Robin a ramené, semble-t-il, quelques douceurs pour fêter ce 10e épisode. Oh. Et oui, quelques petits cookies. Alors attention, je ne parle pas des cookies de votre site internet. Voilà. Petite blague d'entrée de jeu pour mettre un peu d'ambiance. Mais effectivement, pour cet anniversaire, 10, on n'est pas sur 10 ans, mais 10 épisodes, c'est déjà très correct. Merci à vous d'être aussi Merci actifs. pour votre fidélité. Exactement, et de continuer à écouter ce magnifique podcast. J'avais vu une statistique qui disait que près de 80% des podcasts n'allaient pas au-delà du 7e. Eh ben, Donc on a déjà passé ce cap. C'est Bien très sûr, bien. c'est chose faite. on casse les barrières. No pain, no gain. Ouais. Bon, ça sert à rien. Ok, et ben c'est parti pour ce 10e épisode. Le studio est prêt. D'ailleurs, en parlant du studio, si vous êtes sur Nancy ou dans le secteur et que vous cherchez un endroit pour enregistrer vos projets, vous retrouverez le lien du studio que nous utilisons dans la description de ce podcast. Messieurs, on attaque le thermomètre sans transition ou... On peut y aller. Eh bien, dans ce cas, en route pour le thermomètre. Let's go. À qui revient la parole aujourd'hui ? Il me semble que c'est à moi Allez, pour vous parler de Google SGE. Petit Oula. sondage dans la salle. Est-ce que quelqu'un connaît Google SGE ? Pas la moindre idée de ce que c'est. Et toi Robin ? non plus, je l'avoue, mais je sens que tu vas nous l'expliquer. Bien, écoutez, je vais reprendre mon accent anglais, comme dans les précédents épisodes. J'ai vu que ça avait beaucoup plu. Pas du tout. Eh bien, SGE, c'est un acronyme qui signifie tout simplement Search Generative Experience. Pas mal. Non, c'était très bien. On commence à s'habituer. Donc, tout simplement, c'est, donc vous le savez, un bar de l'intelligence artificielle de Google, à l'instar de ChatGPT, mais donc directement intégré à Google, va s'incruster un petit peu, entre guillemets, dans les résultats de recherche de Google. Mhm. Admettons, comme Robin, par exemple, a ramené quelques cookies qui ne semblent pas être comestibles. Là, pour notre exemple, on va plutôt parler de cookies qui sont comestibles. Admettons que vous êtes un petit peu gourmand et vous souhaitez faire une recette de cookies. Vous allez taper comment faire des cookies facilement ou recette cookies simple. Et au lieu d'avoir les résultats de recherche qui s'afficheront en premier lieu, par exemple Marmiton ou d'autres sites de recherche, vous allez avoir un encart, comme une conversation avec Bard finalement, qui va se générer pour vous dire, voilà, la meilleure façon de faire des cookies, c'est ça, tel temps de cuisson, tel temps de préparation. Et ça va être donc pris sur les sites qui sont déjà référencés actuellement. Par exemple Marmiton, d'autres sites de recettes qui vont j'allais dire se mélanger, peut-être pas, mais en tout cas qui vont s'agréger pour vous proposer un résultat le plus pertinent, selon Google bien sûr, possible. Donc c'est de l'IA génératif finalement, c'est comme si vous posiez une question, mais là c'est directement intégré dans les résultats de recherche. Ok. Donc en gros, Bard, en l'occurrence, va venir piocher des résultats dans plusieurs sites pour proposer tout en haut des résultats de recherche la meilleure réponse, enfin, ce qu'il pense être la meilleure réponse, c'est ça ? C'est ça. Il peut y avoir également, donc c'est pas uniquement textuel comme on a l'habitude avec ChatGPT, Ok. il peut y avoir également des images Ok. et même parfois des vidéos. Donc ça sera des images qui n'auront pas été générées par l'intelligence artificielle, ça sera vraiment des images, comme tu l'as dit Robin, qui ont été cherchées dans d'autres sites qui sont déjà référencés. Donc il y a déjà des problématiques, c'est pas forcément des problèmes, mais en tout cas certaines personnes qui disent du coup on va pouvoir influencer facilement ou non ces résultats de recherche en disant moi je sais que je suis position 1 sur cette requête, donc je vais pouvoir modifier mon site à souhait pour pouvoir un petit peu par exemple troller ou non ces résultats. Par exemple quelqu'un qui mettrait une recette de cookies, voilà, il va dire vous mettez des piments ou je ne sais quoi et ça pourra s'afficher directement. Ouais. Et ça amène une question, ça m'amène une question tout du moins. En termes de SEO, il va Voilà. falloir être multimédia maintenant. Là où tu faisais du blog avec une vision mots-clés, référencement, pour que tu sois, entre guillemets, détecté et proposé par cette IA, idéalement, il va falloir, on sert toujours tes balises, etc., mais de la vidéo et de la photo. Enfin, ça devient vraiment... C'est ça. De toute façon, comme on en a déjà parlé dans les précédents épisodes, la vidéo est en train de prendre une place assez importante, que ça soit même du coup sur les réseaux sociaux pour élargir un peu le propos,
Mais on retrouve beaucoup de vidéos. De toute façon, on le sait, hein, les internautes en général préfèrent regarder une vidéo plutôt qu'un article de blog. Donc CF, précédent épisode avec Paul Vengeon, qui nous disait justement qu'une vidéo pouvait mieux résumer un article de blog. Qu'on pouvait proposer une vidéo qui résumait l'article de blog plutôt qu'un article de blog 100% textuel. Donc effectivement, il va falloir s'adapter puisqu'il y a des changements qui sont à prévoir et des impacts forcément sur le SEO et sur le référencement. Ok, c'est intéressant pour les agences vidéo, ça, parce que tu vas avoir beaucoup de montages de type shorts. Voilà. Exactement. YouTube aimerait bien. Et des petits trucs très rythmés qui synthétisent, on va dire, ce que tu cherches à... Mais est-ce que ça va pas aller au détriment de la lecture du contenu ? Parce que si tu as une vidéo synthétique, accessible directement, plutôt que de manger la centaine de mots que te propose l'article en question. Après, c'est peut-être moi qui suis pessimiste dans l'approche, mais... Je pense que dans tous les cas, avec ce problème justement d'IA, enfin Bard qui apparaît en haut des résultats de recherche, certains commençaient à s'inquiéter en se disant moi mon blog SEO, finalement il va descendre dans la page, il y a déjà les résultats payants en haut, le SEO peut-être pas continuer, mettre moins d'efforts sur le SEO. Moi je pense que même si effectivement la vidéo ou la photo sont plus mises en avant, le contenu textuel reste quand même hyper intéressant puisque c'est ça qui va aussi enrichir. Je pense que clairement ça jouera un rôle dans ce qui va être proposé par Bard. Donc à ne pas délaisser quand même, je pense, le contenu textuel. Enfin dans tous les cas, même le SEO, que ce soit photo, vidéo ou texte, ne pas les délaisser pour justement peut-être avoir une chance d'apparaître via Bard, quoi. Clairement. Après, un petit point du coup que j'avais pas forcément précisé, côté technique, il faudra, si vous ne voulez pas apparaître sur Bard, ce qui peut arriver, hein, je ne sais pas pour quelle raison, si vous avez des données confidentielles ou quoi que ce soit, bon, logiquement, vous n'êtes pas dans une logique SEO si vous êtes dans ce cas-là, mais il faudra préciser donc dans votre code, tout simplement via des balises spécifiques, ne veut pas indexer, comme avec ChatGPT, on avait entendu parler, je ne veux pas que mon site soit indexé par ChatGPT, donc je mets telle et telle balise. Donc voilà, petite mention si vous êtes développeur. Ok, bon à savoir. Intéressant, Hugo. Merci pour ça. Voilà. Un dernier point peut-être, si vous voulez y accéder, mais que vous êtes comme nous en France et peut-être même dans le Grand Est, il vous faudra vous munir d'un VPN ou tout autre moyen pour changer votre localisation, puisque ce n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis. Ne prenez pas peur, on n'est pas en train de passer notre placement produit NordVPN. Même pas. Non, il n'y en a pas. Ok. En route pour le scalpel. Deuxième partie de ce podcast. Et concernant cette semaine, j'ai envie de faire différemment. Si vous vous dites, l'inbound marketing, Digital Rehab, on a déjà parlé, ça semble intéressant, c'est une manière un peu plus douce, on va dire, de laisser venir les prospects vers nous plutôt que d'aller frontalement en prospection. Bref, vous trouvez de l'attrait à ça. Si je vous disais que je vais vous montrer, ou tout du moins vous parler de l'exemple vraiment incontesté à suivre en inbound marketing, je ne vais pas vous le dire tout de suite. On veut un nom, mais c'est un peu Alors, mystère. je vais vous parler d'un investisseur, naturellement un spécialiste dans le market digital, d'un podcasteur, d'un conférencier, d'un vidéaste, d'un go muscu, irano-américain. Ça fait beaucoup de choses. Ouais, finalement, comme toi, il a plusieurs casquettes, toi, tu n'en as qu'une aujourd'hui. J'allais le faire, très fort, Robin. Il en a plusieurs. Alors, en fait, il s'est imposé comme une figure vraiment influente sur Instagram et sur YouTube en partageant du contenu entrepreneurial. C'est vraiment une cible B2B, un persona B2B. Et ça l'a vraiment aidé à gagner du terrain. Donc, allez, trêve de suspense. Je vais vous parler d'Alex Hormozy. Donc, Alex Hormozy, c'est un entrepreneur américain d'origine iranienne, ça je vous l'ai déjà dit. Il est vraiment connu dans le monde du fitness et des affaires. Ouais. Fitness, notamment parce qu'il a un physique de... Il est solide. D'ours polaire, sûrement. Tapez simplement son nom sur Internet, vous allez voir, c'est vrai que quand on le voit au premier abord, on n'a pas forcément l'impression que... Bon, après, ça ne veut rien dire finalement. Effectivement. Mais c'est vrai qu'il a un physique imposant. Il a un physique entretenu. Voilà. Et en fait, au-delà de son attrait pour la musculation, il a également fondé Gym Lunch. Enfin, même Gym Lunch, il avait acheté et monté quelques clubs de sport. Et il a développé une solution qui aide les propriétaires de salles de sport à booster leurs revenus avec des ventes annexes, etc., etc. Gym Lunch a très bien marché. Il a pu très bien revendre cette entreprise pour, courant 2020, développer Acquisition.com. Alors, Acquisition, c'est en gros un investissement en capital risque. Hein. Il a monté ça avec sa femme Leïla. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. Dans la mesure où un capital risqueur va vraiment creuser, chercher, un peu faire, comme on le disait, de l'outbound pour trouver la pépite dans laquelle investir, il ne s'emmerde pas, Alex. Il dit, moi, les gens ils viendront vers moi. Okay. Et
si c'est digne d'intérêt, on verra. Donc, comment il fait pour que les projets, des startups, etc., viennent vers lui? En fait, il met à disposition via Acquisition un contenu qui est absolument déjà dantesque en termes de quantité, mais qui a une valeur qui met quand même pas mal de personnes au tapis. On peut dire ça déjà, mais surtout les énerve dans la mesure où, concrètement, il met à disposition des choses qui sont vendues plusieurs centaines ou dizaines d'euros, plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros par des vendeurs de prestations. Son positionnement, il est vraiment unique. En fait, il va vous le dire clairement, moi, j'ai rien à vous vendre, je vous donne tout gratuitement. Et j'investis en vous si vous faites plus de 3 millions de chiffres d'affaires avec mes méthodes. Donc voilà, mes méthodes, elles sont là, elles sont gratuites, tu les prends, tu les prends pas, je m'en fous. Par contre, si tu les prends et que tu développes du business avec, tu vas dire, finalement, c'est OK. C'est les mêmes méthodes qu'il avait utilisées pour Jim Launch, et n'ayant plus le chiffre en tête, mais en tout cas, il a revendu ça avec, je crois qu'on était à 8 chiffres quand même, donc une belle opération. Et en fait, ça lui donne vraiment une position unique sur le marché, c'est ce que je disais, il donne ce que les autres monnaient. Et pour preuve de succès, il est vraiment partout, quoi. Vous allez voir sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. En création de contenu, il a un podcast que je vous invite grandement à essayer. Alors certes, c'est un podcast en anglais. Et si la langue vous fait pas trop peur, faites aussi attention à la vitesse de lecture de votre application parce qu'on peut avoir l'habitude de lire en accéléré pour consommer plus de contenu dans un temps imparti. Là, franchement, il faut limite ralentir parce qu'il a un débit de parole qui est assez rapide, le monsieur. Vous faites appel à Hugo, simplement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je suis désolé. Et au-delà de ça, si vous voulez avoir une vision globale de ce que propose ce monsieur via Acquisition, il a aussi fait des livres qui ont été un sacré moment, les numéros 1 des ventes sur Amazon. Alors le premier, à quelques années maintenant, mais c'est 100 Million Offers, qu'on traduirait en français par l'offre à 100 millions d'euros. Et en fait, l'idée, c'est comment rendre notre offre tellement irrésistible que les gens vont se sentir simplement stupides à la refuser ou à la refusant. So good that they can't ignore you. Bon là, un peu moins bien, mais ça me rappelait ça, voilà, donc je vais le mentionner. Donc c'est l'idée. Et récemment, il a sorti 100 Million Leads, la même démarche, mais là, c'est pour de la collecte de prospects. Et au lancement de ce livre, il avait fait une visio, mais j'avais jamais vu ça, quoi. Le mec avait un studio, un écran géant, avec plusieurs centaines, voire milliers de personnes connectées. Il balançait ses slides. L'impression que c'était pas le Super Bowl non plus, mais en tout cas, en termes de webinaire, on avait un niveau d'exécution qui était vraiment au-dessus de tout. Bref, je pense que je vous ai donné suffisamment d'informations pour vous intéresser à Alex Hormozi, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à vous recommander des personnalités françaises ou francophones. C'est vrai. Mais il faut aussi admettre qu'en termes de marketing digital, la France déploie ce qui s'est déjà, entre guillemets, ce qui a déjà été testé et validé par les États-Unis. Donc, si vous voulez avoir un petit coup d'avance pour votre business, grandement, je vous invite grandement à vous intéresser à Alex Hormozi. Donc, Alex Hormozi, Hormozi. Chapeau, monsieur. Plutôt casquetteacquisition.com. Vous pouvez l'acheter. C'est vrai, tu veux vraiment acheter la casquette? Tu peux vraiment acheter la casquette. Petit merchandising à côté. Un petit peu de merch sympa, ouais. Je crois qu'on arrive à l'heure du blog, troisième partie de ce podcast. Et concernant cette semaine, le blog est destiné encore à Google. Effectivement. Encore un outil. Google est partout. Effectivement, on vous a parlé de plein d'outils, Bard au début, on a fait des épisodes sur Google Ads, etc. Aujourd'hui, on va vous parler d'un outil qui est peu connu. C'est vrai, quand on en parle autour de nous en perso, c'est quelque chose qui est assez méconnu, qui s'appelle tout simplement Google Local Service. Donc en gros, c'est un autre type d'annonce qui est plus ou moins lié, je dirais, à Google Ads. L'interface et l'outil n'est pas le même en soi. Ça va vous permettre, en fait, pour faire une présentation rapide, de diffuser localement des annonces avec la protection de Google, si je peux dire ça. Oui. Voilà. Avec le badge. Exactement, le badge Google Protection, en fait, qui... Donc, en gros, vous avez un établissement local. On va prendre, par exemple, l'exemple qu'on prend souvent, le fleuriste. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est dans la liste. Je ne crois pas. Je ne crois pas, effectivement. Voilà, on vous parlera de la petite liste plus tard. On va prendre, par exemple, un plombier. Son plombier. Voilà. Qui vient chez ce fleuriste. Tu as des catégories.
Il faut être dans certaines catégories pour utiliser ça. C'est ça, ouais, on en reparlera juste après, mais D'accord. toutes les catégories, tous les secteurs d'activité ne sont pas éligibles. Donc en gros, si vous êtes plombier, vous pouvez donc faire valider votre établissement donc de plombier auprès de Google, donc via les annonces locales. Vous avez certains documents légaux à envoyer, donc le cabis, votre licence, voilà, votre assurance, l'assurance de votre activité. Vous pouvez également lier, Hugo vous en parlera peut-être, une fiche d'établissement Google, donc Google Business Profile. Et une fois que tout ça est validé, alors attention, les étapes de validation sont assez strictes, puisque vous allez le voir, à partir du moment où votre établissement est validé, Google s'engage à rembourser les internautes qui pourraient faire appel à vos services si votre prestation est mauvaise. C'est-à-dire que moi, demain, je fais appel à un plombier, je tape plombier Paris, plombier Nancy en l'occurrence, parce qu'on a Nancy. Les résultats donc, vont apparaître tout en haut des résultats de recherche, au-dessus des résultats payants même. Et donc moi, voilà, je vais passer mon coup de fil à mon plombier, il va intervenir. S'il fait une intervention clean, pas de problème, super. Si toutefois il fait une intervention de mauvaise qualité ou voilà, qu'il y a un quelconque problème, vous pouvez contacter Google et en fournissant certaines preuves, alors peut-être des photos, ou voilà, déterminer comment, je ne me suis pas servi du service, donc je ne pourrais pas vous dire, mais voilà, vous pouvez, sous réserve de fournir des informations, vous faire rembourser à hauteur, alors en France, de 1 500 €. C'est-à-dire que Google se porte garant de vous rembourser jusqu'à 1 500 € si votre plombier ou artisan a mal fait sa prestation finalement. Donc voilà, c'est pour ça que les critères sont assez stricts au départ, mais voilà, gros avantage. Les annonces ne sont pas aussi détaillées que sur Google Ads. Alors, on est dans un podcast, on ne pourra pas malheureusement vous montrer tout ça. Mais voilà, c'est vraiment simple. Il y a le nom de l'entreprise, des avis Google, si vous liez c'est là que ça peut être intéressant en fait, de lier sa fiche d'établissement pour voilà, être plus crédible. Vous avez également votre ancienneté par rapport à quand est-ce que votre entreprise a été créée. Et voilà, simplement un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler directement. Et donc, le badge Google Protection, du coup. Voilà, c'est ça. C'est important avec la petite coche verte qui rassure vachement du coup les internautes. Voilà, c'est ça. Et du coup, Hugo... Je t'avoue, je connaissais pas du tout. Je trouve ça même limite plus pertinent, plus fort en termes de... Alors, on va parler de preuve sociale du coup, mais en termes de rassurance vis-à-vis de commentaires que tout le monde lisait pour avoir une première impression quand on avait besoin d'un nouveau bien ou service. Et là, si tu as cette protection et que tu te dis, dans tous les cas, il ne serait, entre guillemets, pas validé s'il n'était pas digne de confiance, et quand bien même il y aurait un problème quelconque, je peux toujours me reporter vers Google et puis avoir un remboursement. Donc, c'est ça. Non, je trouve ça super fort. Je suis surpris que ce ne soit pas davantage mis en avant encore. Oui. Ouais, c'est ça, comme tu as dit Jérôme, c'est un service qui est vachement méconnu. Ça a été lancé en 2015, mais chaque fois qu'on en parle, c'est généralement la surprise. Est-ce que Robin, tu peux imiter les personnes qui le découvrent, un petit son? Exactement. Ça. Je n'aurais jamais fait mieux. Donc, est-ce que les conditions d'obtention sont vraiment hardcore? Parce qu'à mon avis, depuis 5-6 ans, tu as quand même des gens qui auraient dû en parler davantage, et puis davantage d'entrepreneurs qui cherchent à passer le cap en fait, quoi, pour avoir cette sécurité supplémentaire. Je pense qu'au niveau sécurité, ça va. Enfin, c'est pas autant au niveau sécurité. Voilà, il suffit de fournir un cabis valide, une licence valide. Voilà. En soi, c'est pas vraiment compliqué. Je dirais que la plus grosse barrière à l'entrée, c'est la liste dont on vous parlait, puisque tous les secteurs d'activité ne sont pas éligibles. On est surtout sur de l'artisanat et tout ce qui va être, je dirais, service d'urgence. On vous parlait de plombier. On a par exemple tout ce qui est installation de fenêtres, de portes de garage, voilà, service de déménagement aussi. Voilà, on pourra éventuellement vous mettre la liste. En fait, sur le Super Google, vous avez la liste. On vous le mettra dans la description et dans la newsletter de ce podcast. Okay. Mais du coup, voilà, la plus grosse barrière à l'entrée, c'est vraiment voilà, tous les secteurs d'activité sont pas éligibles. On est surtout sur tout ce qui est, je vous ai dit, plomberie, déménagement. Ouais. Artisanat, service d'urgence, en fait, globalement. C'est surtout ça. Vous pouvez d'ailleurs faire le test, taper par exemple déménagement Paris, plombier Lyon, ce que vous voulez, pour vous faire une idée voilà, de l'interface qui vous est proposée, quelle forme prennent les annonces. Je regarderai comment ces catégories communiquent sur les réseaux, en fait, parce que s'ils sont membres de ça, est-ce qu'ils le mettent en avant dans leur propre com? Généralement, c'est des... J'avoue, je regarde, j'ai pas de plombier en clientèle, je regarde rarement des comptes de plombiers. Bon, il y avait le plombier de LinkedIn à l'époque, mais ça c'était plus pour la hype, on va dire. On pourrait lui proposer d'ailleurs. Effectivement. Mais comme
du coup, pour répondre à ce que tu dis, Jérôme, en fait, c'est des personnes, des entrepreneurs qui n'ont pas déjà, dans un premier temps, c'est un peu, peut-être pas discriminant, mais ils n'ont pas forcément le temps ou les compétences une pour forte s'occuper de présence ça. digitale. Ouais. C'est ça, donc ils ne le mettent pas forcément en avant, alors que c'est vraiment un gros point plus. En fait, vous êtes fait valider par Google, donc mettez-le en avant. Finalement, vous avez la protection Google, donc c'est effectivement quelque chose, en tout cas, moi, que je mettrai en avant. Mais c'est pas quelque chose qu'on retrouve énormément. Après, comme tu as dit, on ne ferait pas trop non plus de plombiers ou d'artisans en masse. Donc bon, on n'a pas ces retours. N'hésitez pas à nous les communiquer d'ailleurs si vous êtes vous-même artisan. Et voilà, peut-être parler rapidement de la partie un peu plus cachée, un peu plus technique. Donc une fois que vous avez fait valider votre établissement, il y a évidemment un budget à mettre, des informations de facturation. Donc un budget que vous décidez de manière hebdomadaire. Vous pouvez renseigner quelques photos aussi, votre logo, voilà, c'est moins diffusé que par exemple sur Google Ads, on en parlait, mais c'est toujours intéressant. Également une zone desservie, et vous avez la possibilité de mettre une bio. Alors elle n'est pas entièrement vous ne pouvez pas la rédiger manuellement, c'est sous forme de petits éléments qui sont prédéfinis en fait, par Google. Vous avez par exemple service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, entreprise éco-responsable, demande de devis, demande de devis sur place, devis gratuit, etc. Donc vous avez une petite liste déjà préétablie par Google. Donc voilà. Intéressant aussi, ce qu'on peut faire en fait, je parlais, c'est surtout au niveau des appels. Donc voilà, vous cliquez directement sur l'annonce, vous pouvez appeler directement le prestataire. Vous avez la possibilité aussi, en tant que prestataire, donc d'activer les contacts par message. C'est un peu, la majorité sont des appels, mais ne négligez pas, c'est un petit conseil qu'on vous donne, ne négligez pas ces demandes de contact par message, puisque après c'est une demande de plus finalement. Vous avez des prospects en plus. Donc voilà, petit tips en plus. Est-ce que Hugo, tu as des choses à rajouter ? Simplement le fait également du coup que les appels, donc ce système d'appel, vous n'êtes pas facturé à chaque appel. C'est ça qui est vraiment intéressant comparé. Je sais pas du coup si sur Google Ads il y a déjà ce format. Est-ce qu'on est facturé à chaque appel Ouais. C'est de toute façon c'est au niveau, c'est à chaque clic sur l'annonce t'es facturé. Tandis que là on est plutôt sur une facturation lorsque l'appel est jugé pertinent par Google. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous appeler, qui va vous faire un canular ou quoi, ça ne sera pas facturé. Quelqu'un qui va vous appeler, qui va raccrocher, ça ne sera pas facturé. Attends, tu me fais peur là. Ouais, alors pourquoi ? Vas-y Jérôme. Comment Google peut avoir connaissance du contenu d'un appel téléphonique ? Ouais, c'est pour l'instant un peu caché. Alors on peut penser que si un appel dure 2, 3, 4 secondes, il n'est pas forcément pertinent. Après, aller plus loin, Google ne communique pas vraiment là-dessus, mais on voit sur l'interface que donc, vous avez une liste de prospects avec tous les numéros qui vous ont appelé, les départements, etc. Et vous avez une colonne, alors j'ai plus le nom exact, ça doit être État, État facturé ou non. Et tous les appels ou toutes les demandes de contact ne sont pas facturées. Donc voilà, après c'est la question, le gros point d'interrogation, comment Google juge et sait si l'appel est pertinent, s'il doit être facturé ou non. C'est la question. Google. Déjà, comment il peut avoir la simple notion de durée ? Enfin, je veux dire, tu cliques sur appeler, tu as le numéro, ça lance ton téléphone. Ton téléphone ne va pas dire mon appel a duré 3 minutes 21. Enfin, je trouve ça assez effrayant. C'est vrai qu'on n'a pas forcément la réponse là tout de suite. On avait essayé de se renseigner, mais on n'a pas forcément trouvé. Après, si effectivement il y a communication entre ces deux services, ça doit certainement être la durée. Je vois pas 50 solutions. C'est leur IA ou leur... Google, une espèce de Google Home en fait dans ton téléphone, si tu as un Android qui pourrait éventuellement capturer l'audio, mais ça peut pas ne pas être évoqué, ça, législativement parlant. Ah bah clairement. Après effectivement peut-être que c'est évalué autrement, peut-être que quand ils cliquent, mais nous en tout cas à l'heure actuelle on n'a pas d'infos, donc on vous invite à poursuivre vos recherches. Peut-être qu'on a loupé quelque chose, c'est aussi possible. Bien sûr. Mais en tout cas nous voilà les informations dont on dispose. Et du coup, pour simplement compléter et finir cette partie, donc Robin en a parlé, vous avez la possibilité donc, de remplir des zones desservies, toutes ces informations assez pertinentes. Et je pense que ça vous rappelle peut-être quelque chose, ce sont ces fameux Google Business Profile. Donc vous avez tout simplement la possibilité d'associer un Google Business Profile existant à votre compte Local Ads pour du coup avoir votre ancienneté, avoir tous vos anciens avis. Parce que, chose importante à savoir, vous ne pouvez pas diffuser si vous n'avez pas au moins 2 avis. Donc c'est ça, 2 avis. Donc, au lieu d'attendre que vos clients, vos collègues ou je ne sais qui mettent des avis sur cette fameuse annonce, vous pouvez lier votre profil, comme ça vous avez votre ancienneté, vos avis, et tout est beaucoup plus fluide. Ok. Parce que je pense ce qui fait vraiment la crédibilité de ces annonces, c'est d'abord les avis, après l'ancienneté. C'est en fait l'ancienneté est directement marquée sur les annonces. Donc, si vous voyez une entreprise qui s'affiche
avec marqué 2 avis et 3 ans d'ancienneté contre une entreprise qui a, je sais pas, 500 avis et 14 ans d'ancienneté. Le choix sera vite fait, même s'ils mettent le même budget. Bon, voilà. Ok, non, mais c'est intéressant que tu puisses lier pour éviter d'attendre tes premiers commentaires. Tiens, d'ailleurs, on va rester sur l'actu chaude, rien à voir avec votre sujet de fond, mais si vous avez votre fiche Google Business Profile, sachez que Google vous permet désormais d'intégrer l'ensemble de vos réseaux sociaux, et ce manuellement. Par le passé, en fait, c'était Google qui décidait, ou tout du moins qui décelait les réseaux potentiels sur lesquels votre page était liée, et il les amenait. Mais ils les amenaient pas forcément tous, donc c'était assez contraignant. Là, maintenant, vous pouvez dans les champs à renseigner, mettre chacun de vos réseaux sociaux. C'est ça. Exactement. Donc voilà, j'espère que l'outil, vous avez apprécié l'outil, et s'il y a des plombiers, artisans ou voilà quoi que ce soit parmi nous, un bel outil. Non, mais en vrai, j'avoue que moi je trouve ça super pertinent. Ouais. Et si ça peut enlever des frictions au niveau business, bon, déjà, quand c'est du business d'urgence, je pense que la friction n'est pas là. Tu prends ton téléphone, tu veux vraiment absolument résoudre ça. Mais si ça se sait davantage et qu'en plus, au-delà de l'anxiété que te génère ton urgence, si tu peux avoir un peu de soulagement quant au fait que tout se passera bien pour toi, le client, non, je trouve ça bien. Google, bienfaiteur de l'humanité. Ouais. Puis en plus, c'est pas des annonces purement textuelles comme vous pouvez retrouver en référencement payant ou même naturel. C'est un peu plus visuel. Alors après, il n'y a que deux annonces qui s'affichent. Elles s'affichent 2 par 2. Là où, par exemple, sur le référencement payant, vous avez jusqu'à 3. Je parle tout en haut de la page. Vous avez 3 requêtes payantes qui s'affichent. Là, il n'y a que 2 annonces, mais voilà, c'est un peu plus visuel et c'est vraiment tout en haut. C'est ça, tout en haut. Même parfois, d'après les rumeurs, ça apparaît au-dessus de la barre de recherche, carrément. Ouais. Voilà, c'est des rumeurs. easter eggs. Voilà. Non, mais du coup, il n'y a que 2 annonces qui s'affichent, mais vous pouvez bien entendu cliquer sur Voir plus et vous avez une liste complète. Par exemple, à Paris, les plombiers qui affichent sont bien plus nombreux que 2, donc vous avez votre liste complète juste en dessous. Ok. Bah, messieurs, merci. Avec plaisir. N'hésitez pas à nous dire si vous connaissiez ou pas. Clairement. On sera content. Ok, messieurs. Du coup, je crois qu'on arrive gentiment vers le mot de la fin. Ouh, tu nous as pris de court. Oui, tu nous as vraiment pris de court. J'en ai un assez classique. Je peux commencer si vous voulez. Vas-y. Plombier. Voilà, tout simple. C'est vraiment très simple. Oui, n'hésitez pas à jouer de votre côté si vous avez pré-shot les mots-clés de chacun. Jérôme, je te laisse y aller. J'ai aucun. Jim muscu. Oh oui, très fort, très très fort. Ok, moi je dirais l'accent anglais d'Hugo. Ok, let's go. Ok, c'est parfait. Merci, messieurs, pour cet épisode riche Avec grand plaisir. En émotion, en rire, en information, en valeurs. En gourmandise pour les cookies du début. Voilà, des cookies protéinés. Merci à vous pour votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez naturellement évaluer ce podcast. Donc les petites étoiles qui sont à disposition de vos plateformes d'écoute nous permettent grandement d'améliorer le référencement. Et si vous voulez quelque chose de plus poussé en termes de description commentaire, on vous invite également chaudement à rejoindre notre newsletter parce que c'est très difficile d'amener un maximum d'informations dans un simple commentaire de podcast. Eh bien, merci à vous. Merci à la semaine prochaine. Gros bisous. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien SpeakPipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.